On va parler de Kubernetes avec Salim Fall. Donc, le titre exact de la session, hein, c'est gestion de l'infrastructure cloud avec Kubernetes, donc cas d'utilisation, crossplane, AWS Provider. Juste quelques règles par rapport à... Maintenant, vous êtes habitués, hein, mais pour rappel. Donc, vous êtes sur mute. Vous pouvez poser des questions dans le panneau à droite, donc dans le panneau questions-réponses. Vous pouvez aussi partager vos commentaires dans le panneau chat. Et à la fin de la session, on vous partagera un survey, donc un questionnaire de satisfaction. S'il vous plaît, répondez à ce questionnaire très important pour Salou et pour nous. Et puis, à la fin de sa session, effectivement, Salou va prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous allez poser. Ravi d'être là avec Salou. Salou, je te passe la main, du coup. Merci beaucoup, Amadou. Merci beaucoup. Bonjour à toute la communauté d'Afrique de l'Ouest, Cloud, on va dire. Et donc, je suis ravi de partager le plateau avec vous, Amadou. Et avant tout, je tenais à vous féliciter pour la qualité d'organisation, vous et votre équipe. Voilà, pour cette journée-là du Cloud, événement qui est unique en Afrique. Voilà, donc, sans plus tarder, donc, bienvenue à tous pour la session qui est dédiée à gérer votre infrastructure cloud avec Kubernetes. Donc, moi, c'est Salou Fall. Donc, je suis certifié 3 fois Kubernetes et Solution Architect AWS. Donc, sans plus tarder, nous allons peut-être essayer de suivre cet agenda-là. Donc, on va peut-être commencer par une petite introduction du cloud, histoire de camper le décor, parler de infrastructure as a code, faire une petite introduction de Crossplan et de la démo. Maintenant, avant de terminer par une session de Q&A. Donc, avant de commencer, peut-être, j'aurais voulu peut-être savoir exactement si l'audience ont peut-être des connaissances avec Kubernetes. Je pense que, Amadou, je pense que vous pouvez lancer le petit sondage là pour peut-être checker. Voilà. Voilà. OK, donc voilà. Wow. Donc, déjà, ceux qui connaissent bien Kubernetes, on va dire, ça va être fun. Cool. Voilà. Donc, wow, super. OK. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Cette session veut être très interactive et pratique. Donc, posez des questions et puis voilà, au niveau des Q&A, juste à côté. Donc, je vais commencer par une question peut-être en guise d'introduction, en vous demandant si est-ce que vous avez peut-être une connaissance de comment est-ce que les applications ont été développées et managées dans les années 80. Donc, dans les années 80, donc en termes de méthodologie, donc on avait ce qu'on appelle le waterfall, donc qui est un framework de management de projet qui nous permet de déployer, de livrer des applications de façon linéaire, donc les briques se suivent les unes et des autres. Et avec cette méthodologie, donc nous avions plus clair du temps des architectures qu'on appelle des architectures de type monolithe, donc qui tenaient d'un seul bloc. Et ces architectures de type monolithe là, donc sont déployées donc au niveau des serveurs. Donc c'est des serveurs qui sont physiques et ces serveurs physiques sont localisés dans les data centers. Donc c'est ça que nous avions dans les années 80 à 2000. Mais à partir de l'an 2000, contrairement à Waterfall, nous commençons à peut-être utiliser une méthodologie qui est plus incrémentale et non linéaire, à savoir agile maintenant, qui nous permet de développer d'autres types d'applications avec des architectures qu'on appelle NHR. Et ces architectures NHR, peut-être, on commence à parler de back-end et de front-end peut-être. Et ces applications NHR-là, le plus clair du temps, on les déploie sur des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles, bon, donc voilà, donc pour ceux qui savent, donc on utilisait souvent des services d'hébergement comme OVH ou bien Gandhi pour déployer ces applications. Mais depuis récemment, en 2010, avec l'avènement du DevOps, donc qui actuellement est une pratique qui nous permet d'accélérer drastiquement le processus de déploiement des applications. Maintenant, nous voyons l'émergence d'une nouvelle architecture pour les applications. Maintenant, on parle plus de microservices. Donc, et ces microservices, le plus souvent, sont containerisés, n'est-ce pas, avec des technologies comme Docker, et déployés sur des clusters, voilà, Kubernetes ou bien Docker Swarm. Et ces clusters Kubernetes, le plus clair du temps, on les retrouve au niveau du cloud. Voilà, donc vous allez être d'accord avec moi que présentement,
vivons dans l'ère du cloud et que de plus en plus d'entreprises décident de migrer leur plateforme ou bien leurs applications vers le cloud. Donc, en termes de migration, on a différentes stratégies. Donc, les entreprises peuvent décider de faire peut-être du rehost ou bien du refactor, donc en utilisant des services comme le IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS ou SaaS as a Service, mais pour tirer bénéfice réellement de l'avantage du cloud, donc le mieux c'est de faire une réarchitecturation ou bien un rebuild. Et si on fait une réarchitecturation, on commence à faire tout ce qui est serverless, on commence à faire tout ce qui est conteneur et voilà, de la configuration as a code et de l'infrastructure as a code. Donc, c'est quoi infrastructure as a code? Donc, l'infrastructure as a code, c'est la gestion et le provisionnement d'infrastructures par le biais du code, et plutôt que de le faire manuellement. Et ça nous permet de réduire drastiquement les coûts liés à l'infrastructure. Ça nous permet aussi d'augmenter la fréquence des déploiements. Donc, c'est très facile de provisionner des ressources sur le cloud en utilisant le principe d'infrastructure as a code. Ça nous permet aussi de réduire les erreurs, comme c'est du code peut-être, et on a le temps de revoir et faire des reviews pour être sûr que voilà, on fait pas des erreurs. Et aussi, ça améliore aussi la consistance. Donc, on a plus voilà la linéarité, on le voit bien avec l'infrastructure, les dépendances et autres. Et surtout, l'avantage d'utiliser l'infrastructure as a code, c'est ce qu'on appelle l'élimination de la configuration drift ou bien des dérives de configuration. Donc, les dérives de configuration arrivent souvent si actuellement, voilà, on trouve des inconsistances entre ce qu'on veut déployer sur le cloud et ce qui est réellement au niveau du cloud. Donc, utiliser infrastructure as a code, voilà, revient à peut-être, voilà, éliminer ce configuration drift. Donc, en termes d'outils, donc, nous avons plusieurs outils pour faire de l'infrastructure as a code. Donc, dépendant des cloud providers, qu'on soit sur AWS, CloudFormation ou bien Amazon ou Azure. Donc, dépendant des cloud providers, nous pouvons avoir des outils qui nous permettent de provisionner des infrastructures. Par exemple, sur AWS, on a un CloudFormation. Sur Google, on a un Google Deployment Manager, etc., etc. Mais Terraform actuellement reste l'outil par excellence pour faire de l'infrastructure as a code parce que il est multi-cloud et puis il y a une forte communauté derrière qui voilà, supporte le développement de ce produit-là. Et donc, comment est-ce que Terraform fonctionne? Donc, Terraform actuellement utilise un CLI, donc il a une interface utilisateur et puis CLI, donc à partir d'un langage de programmation qu'on appelle HCL. Donc, on a la possibilité de provisionner des ressources directement sur des cloud providers, que ce soit sur AWS, que ce soit sur Google ou bien sur Azure. Voilà. Et même on-premise aussi. Donc, pour ce cas de figure-là, on veut provisionner une instance sur AWS avec comme type d'instance de micro et avec comme nom de service, comme tag, journée du cloud. Et en appliquant voilà, en tapant les commandes Terraform init, Terraform plan et Terraform apply. Donc, on provisionne cette ressource-là directement sur AWS. Et maintenant, si vous vous connectez sur la console de AWS, vous allez voir que la ressource est créée, voilà, avec les caractéristiques qu'on a définies plus haut. Voilà. Mais si toutefois on modifie, voilà, un tout petit peu, peut-être les caractéristiques directement au niveau de la console de AWS, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a modifié, peut-être on a passé du tag la journée du cloud à journée du DevOps. Là, Terraform ne peut pas détecter automatiquement ce changement-là. Et là, on parle de configuration drift. Et c'est l'une des limitations phares de Terraform lorsqu'il s'agit de faire de l'infrastructure as a code. Et actuellement, donc Terraform, comme je vous disais, donc c'est un CLI, donc c'est pas un contrôle plan. Il ne nous permet pas d'avoir des loops de contrôle, voilà, pour être sûr que voilà l'état qui est déclaré au niveau du fichier HCL est exactement ce qui est au niveau de l'infrastructure. Donc, on n'a pas une boucle de contrôle, voilà, en temps réel pour checker l'infrastructure à tout le temps. Et autre chose aussi, donc Terraform utilise ce qu'on appelle les state files. Donc, les state files, donc c'est les fichiers qui contiennent l'état actuel de ce qu'on a provisionné sur le cloud. Et ce fichier peut être gardé en local ou bien sur le cloud ou bien Terraform Cloud. Mais il faut dire que la gestion de ce fichier-là est un peu fragile et voilà, nécessite peut-être voilà, d'avoir
d'une gouvernance forte pour être sûr qu'actuellement on ne le modifie pas ou bien c'est pas accessible à tout le monde. Donc, tout ceci fait qu'actuellement, Terraform actuellement présente des limitations et c'est là où Crossplan, entre en jeu. Donc, Crossplan, supposons qu'actuellement vous avez vos applications qui sont déployées sur un cluster Kubernetes. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Kubernetes. Voilà. Donc, au niveau de la session, donc vous avez vos applications qui tournent sur Kubernetes et maintenant, vous avez comme exigence d'intégrer cette application-là avec d'autres services qui sont pas nécessairement gérés avec Kubernetes. Par exemple, des services qui sont sur le cloud, et comme les bases de données RDS, les Lambda, les SQS. Et actuellement, vous avez une autre contrainte, c'est de faire de sorte à ce qu'actuellement, utiliser l'outil qui vous permet de gérer à la fois, une seule outil qui vous permet de gérer à la fois les applications et l'infrastructure. Et autre chose aussi, vous voulez éliminer ce qu'on appelle la configuration drift et il vous faut avoir une boucle de contrôle en temps réel de l'état des ressources provisionnées. Donc, tout ceci maintenant, c'est ce que exactement Crossplan nous permet de faire. C'est exactement ce que Crossplan nous permet de faire avec Kubernetes. Donc, Crossplan, c'est quoi? C'est un meta control plan qui nous permet de décrire comme Terraform l'ensemble des attributs nécessaires pour la gestion et le provisionnement des ressources sur les cloud providers, que ce soit sur AWS, Azure, etc. Donc, c'est une extension qu'on installe directement au niveau de Kubernetes. Donc, si je dis Kubernetes, ça ne veut pas dire que, peu importe le cluster Kubernetes, que ce soit du mono-node ou bien du multi-node, que ce soit sur le cloud. Donc, il a seulement besoin d'un cluster Kubernetes. On peut facilement avoir un cluster Kubernetes en utilisant le Minikube KN, ou bien si on est sur le cloud, on peut avoir peut-être des services managés comme EKS, AKS, JKE, etc., etc. Donc, en utilisant cette extension-là, on a la possibilité de gérer maintenant ou bien de provisionner de l'infrastructure en utilisant seulement des fichiers YAML. Donc, le fichier YAML, comme on manage exactement les objets Kubernetes. Donc, on n'a plus besoin d'apprendre peut-être des langages de programmation, pour faire peut-être, pour provisionner des ressources. Mais à partir d'un fichier YAML seulement, on a la possibilité d'avoir nos ressources créées. Et comme je disais, donc, maintenant, on gère nos objets, nos ressources, comme des objets Kubernetes. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Comme Terraform aussi, on utilise le YAML. Donc, on a Crossplan, on utilise un YAML file. Et là, ce qu'on veut déployer peut-être, ce qu'on veut créer comme ressource, peut-être, c'est une bucket S3, peut-être qu'on va nommer JDC comme Journée du Cloud Demo Bucket S3. Et là, on a pris un provider par défaut. Et si on vous provisionne cette ressource-là, on a seulement à appeler cette commande-là, kubectl apply, le nom du fichier YAML, qui contient peut-être ces informations et aussitôt, la ressource est créée. Et maintenant, si on va au niveau de la console aussi, on va voir que c'est là. Le bucket S3 est créé et puis on peut avoir aussi l'état actuel du bucket là qu'on a créé en utilisant kubectl get comme on le fait pour avoir les statuts des portes ou bien des objets sur Kubernetes. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc la session va être du hands-on. Ça va être pratique. Pour montrer exactement comment est-ce que Terraform, comment dirais-je, Crossplan fonctionne avec Kubernetes. Voilà. Donc on se permet peut-être de nous fixer comme objectif de déployer cette architecture-là, donc complètement serverless. Donc, si vous êtes familier avec AWS, vous saurez qu'actuellement, c'est des architectures, très communes qu'on implémente avec le cloud d'AWS et que c'est pas possible de faire la même chose sur Kubernetes. Voilà, mais actuellement, avec Crossplan, nous avons la possibilité de déployer ce type d'architecture-là directement sur Kubernetes, comme si on était sur le cloud ou bien avec Terraform. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par créer, la SQS, la table DynamoDB, créer une bucket S3. Allô? Créer une bucket S3, le déploiement des Lambda, envoyer des événements sur SQS, consommer les événements et les stocker sur DynamoDB, récupérer les données. Voilà. Donc, je ne vais pas peut-être refaire toute l'installation de Crossplan, mais je vais peut-être vous présenter exactement comment est-ce qu'on peut facilement créer un provider
comme le provider d'AWS sur, voilà, dans un cluster Kubernetes. Donc, comme je vous disais, Crosspoint, c'est un outil. Je ne sais pas si est-ce que vous voyez toujours mon écran. Là, je suis sur la console de l'interface de Kubernetes. Et là, je vais vous montrer exactement, voilà, quels sont les services qui nous permettent de faire fonctionner Crossplan. Donc là, nous avons notre provider AWS qui est installé. Et là, nous avons le service en tant que tel qui nous permet de provisionner les ressources sur AWS. Maintenant, supposons que peut-être, voilà, comme je vous disais, nous avons une application qui tourne ici. Voilà, donc j'ai fait ça pour la démo peut-être. Donc voilà, c'est peut-être, on fait du e-commerce peut-être et on a peut-être des applications qui tournent sur Kubernetes qui escalent bien. Comme c'est le cas là, on vend des matériels électroniques. Et maintenant, voilà, tout est bon. Voilà, les utilisateurs viennent visiter le site et tout. Mais présentement, à cet état-là, ils ne peuvent pas faire peut-être des commandes, ils ne peuvent pas peut-être acheter en ligne parce qu'il manque peut-être le back-end. Et ce back-end-là, peut-être, on veut peut-être, voilà, utiliser, ou on veut peut-être utiliser cette architecture-là pour nous permettre d'avoir le back-end sur AWS et puis, voilà, tirer bénéfice de l'avantage du cloud en utilisant les serverless et les objets. Voilà. Maintenant, on a notre application qui tourne actuellement. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de créer, voilà, c'est de créer de mettre en place l'architecture qu'on a définie ultérieurement. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà eu à peut-être mettre en place tout le script. Voilà, donc peut-être je vais partager le lien donc de ce repo-là sur Git après la session. Comme ça va vous permettre de voir un peu en détail. Donc là, on va créer la SQS, peut-être. Ouais, la SQS qui actuellement se caractérise comme ça. Alors, il faut que je me connecte sur AWS. Salut, Oui. est-ce que c'est possible de zoomer un petit peu? Après, si c'est pas possible, Ah oui, je vais essayer. Of course. Ouais, c'est pas évident, mais voilà, si ouais, possible. donc c'est l'écran qui est un peu grand, mais bon, je vais essayer de zoomer. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Je vais essayer de Excellent, zoomer. merci beaucoup. C'est bon, comme ça? Oui, c'est mieux, je pense, enfin. Ok, voilà. Pas de problème. Ok, voilà. Donc, je pense que on va aller sur notre compte là. Donc, on va créer l'instance SQS présentement. Donc, actuellement, comme vous pouvez voir, on n'a pas de Q, mais on va provisionner ça directement en utilisant le Crossplan. Voilà, donc comme je vous disais, c'est du YAML file. Maintenant, on va essayer de... Ok, voilà. Donc, on a le Q qui est créé. Donc, on peut avoir l'état de Q en faisant Q control get voilà, Q SQS peut-être. Voilà, on dit que voilà, c'est 5 et c'est pas à l'état ready. Donc, on peut ajouter W pour faire with pendant que voilà, ça soit ready pour aller sur la console pour vérifier l'état. Ok. Et là, vous voyez bien le truc de mon lens, c'est ça? Amadou, vous voyez bien lens ou bien je vais grandir ça? Voilà. Voilà. Donc, on voit que la Q est en train d'être créée et puis là, c'est à l'état true. Donc, si on va sur AWS, on actualise peut-être. Donc, on va le Q order est créé avec les caractéristiques qu'on a spécifiées directement via Kubernetes. Donc, c'est pas fini. Donc, on va aussi créer peut-être la table DynamoDB. Donc, on a déjà le script qui est là disponible. Donc, voilà, c'est un Q avec comme
comme attribut AutoID qui va être la clé. Donc, de la même manière, on va essayer de provisionner la table. Copy path. Ouais. Ok. Voilà. Donc, on a cette table aussi qui va être provisionnée. Donc, on peut faire git control get tables, HW. Voilà. Donc, voilà, c'est en train d'être créé et l'état n'est pas encore ready. Donc, ça prend peut-être quelques secondes pour provisionner. Voilà. Donc, on attend que ça passe à true pour aller vérifier sur la console. Voilà, on est à true. OK. Donc, si on repart sur la console, on va aller sur DynamoDB pour voir est-ce que c'est bien là. Tables, voilà. Donc, on a notre table qui est là. Donc, présentement, on n'a pas encore de données dessus. Voilà, on n'a pas d'item. OK, donc la suite, c'est quoi? C'est d'essayer de créer peut-être une bucket S3 pour stocker les fonctions, les artefacts des fonctions lambda. Donc, on a ce S3-là. Donc, je l'ai appelé JDC demo lambda artefact. Copy path. OK, on va essayer de provisionner ça aussi. Voilà. Donc, on va checker aussi. Donc, c'est bucket. Voilà. Donc, c'est en cours de provisionnement. Normalement, si on va sur AWS aussi, je pense qu'on doit voir ça. Donc là, non, on n'a pas encore de bucket. Voilà, c'est déjà créé, mais l'état n'est pas encore healthy. Donc, on a cette bucket-là qui est créée sur AWS. Voilà, donc il y a quelques secondes. Maintenant, on va essayer de packager nos lambda. Voilà, donc on a deux lambda. On a la lambda order API et l'autre lambda event. Donc la lambda order va se connecter sur SQS. Voilà, récupérer les événements et stocker les informations sur DynamoDB. Et l'autre peut-être va nous servir d'API, donc il va récupérer directement les informations qui sont stockées sur DynamoDB, comme sur ce schéma-là. Voilà, donc c'est deux lambda. Donc on a la lambda qui va être event, qui récupère les informations sur SQS et stocker ça sur DynamoDB, et la lambda API avec différents endpoints, voilà, qui vont peut-être interroger directement DynamoDB pour faire des modifications ou récupérer seulement des informations qui sont stockées là-bas. Ouais. Donc on va créer peut-être ces artefacts-là. Donc j'ai créé un petit script là qui nous permet de générer ça et stocker ça sur notre bucket S3. L'autre. Voilà. Donc là, on est en train de créer les artefacts et on stocke ça sur le bucket S3 avec voilà, qu'on vient de créer, quoi. Donc on peut aller sur AWS et regarder si les artefacts sont là. Actualiser. Voilà. Donc on a nos artefacts qui sont là de cela. Donc on peut dès à présent essayer de créer nos lambda directement via Crossplane. Donc on a S3, on a SQS. Donc c'est les lambda qui restent. Mais il faut dire que avant de déployer les lambda, il nous faut avoir un rôle peut-être qui nous permet d'avoir accès à SQS et DynamoDB. Donc ce rôle-là aussi, on peut le créer. Donc j'ai créé un folder qui contient qui va peut-être donner à Lambda la possibilité d'accéder directement à S3 et à DynamoDB.
Donc, on va essayer de créer ce rôle directement aussi via Crossplan. OK. Voilà, donc on a le rôle et puis on a aussi attaché les policies pour DynamoDB et SQS à ce rôle-là. Donc, je pense qu'on peut déjà peut-être déployer nos lambda. Avant, voilà. On n'a pas beaucoup de temps. OK. OK. Donc, nous allons déployer nos lambda. Donc, on va démarrer par la lambda event processing. OK. Là. Donc, on a déployé la lambda et puis la permission peut-être pour accéder à SQS. Donc, si on vient sur notre console, voilà, je pense qu'on n'a pas encore lambda présentement, mais ça va être provisionné. On peut voir l'état ici. Function. Voilà, donc c'est en cours de provisionnement. Salut, du coup, j'en profite le temps que ça provisionne. Il y avait une question d'Hussein Numboud qui disait est-ce qu'on peut avoir les fichiers manifestes? Bon, voilà, je pense que c'est assez rapide. Oui, effectivement, oui. Donc voilà, je vais partager tout, peut-être le projet en tant que tel. Donc c'est sur Git. Donc voilà, vous allez avoir accès à tout, peut-être, voilà, et faire la démo vous-même. Voilà, donc la lambda est finie maintenant et elle a true. Voilà, donc on actualise ici. Voilà, on a notre event, notre lambda event avec le code qui est associé. Donc on va peut-être regarder un peu le code là. Mais voilà, il faut noter que là, je suis pas un développeur. Hein. J'ai demandé à ChatGPT de me donner le code, quoi. OK. Voilà, donc on va créer peut-être l'autre API. OK. OK. Donc, l'autre API aussi va être créé. Donc, on va faire la même commande. OK. Voilà, c'est bon. Donc, on a nos deux lambda. Je pense qu'on peut passer maintenant à l'étape des tests. Voilà. L'étape des tests, comme voilà, suggéré, on va peut-être envoyer des événements depuis SQS, consommer ces événements-là via la lambda et stocker ça sur DynamoDB et récupérer ces données-là de DynamoDB via notre lambda API. Maintenant, je pense que j'ai un payload ici. Bon, j'ai un payload, je pense, quelque part ici. Voilà. Voilà, on a des payloads peut-être voilà, pour envoyer des événements. Voilà. Donc, on va aller sur la console, aller sur SQS. OK. Donc, on va sélectionner notre queue qu'on vient de créer. On va envoyer et recevoir des messages. Voilà. Donc, là, c'est peut-être c'est un ordre avec comme ordre ID, la monte, le nom, la localisation, etc., etc., location. Donc, on va envoyer cet événement-là sur SQS. Donc, l'événement est envoyé. Donc, il faut noter 5 secondes pour que cet événement soit disponible. Donc, on a fait ces configurations au niveau du fichier YAML aussi. Donc, si on vient sur peut-être lambda, la lambda qui va consommer cet event, c'est order events. Et là, on va essayer on va tester peut-être pour voir voilà, si actuellement la lambda parvient à récupérer cet événement et stocker ça au niveau de DynamoDB. Donc, on va créer un petit test là. On va dire SQS. On peut laisser le voilà par défaut. Voilà, et on va peut-être
faire le test. Voilà, c'est cool. Donc, on a un statut cost 200. Donc, le message a été successfully processed. Maintenant, on va aller sur DynamoDB pour voir si est-ce que réellement le message peut-être qu'on a envoyé est bien là. Donc, on a la table. On va explorer les items. Et là, on a cet items-là qu'on vient d'envoyer directement via SQS. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est les mêmes attributs qui sont envoyés au niveau du payload. Voilà, donc cette partie est OK. Donc, on va peut-être aller tester l'autre lambda qui va nous permettre de connecter, de récupérer les événements depuis la table DynamoDB. Donc, on va faire des tests sur le haut de API. OK. On va lancer une test, mais cette fois-ci, ça ne va pas être du Hello World, mais plus du query parce qu'on a besoin de peut-être de changer peut-être le HTTP method pour faire du get peut-être. La logique veut qu'actuellement, si c'est du get, donc on va vers tel endpoint. OK. Dynamo. OK. Donc, on peut faire le test peut-être pour voir si est-ce que réellement on parvient à récupérer les événements depuis DynamoDB. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, là, c'est l'événement qui est enregistré récemment sur DynamoDB. Donc, on peut voir que le statut code est à 200 et on a les informations qu'on a stockées là. Donc, pour vous dire qu'actuellement, on a pu faire exactement ce que la majorité peut-être des cloud DevOps ou bien des développeurs font sur AWS, mais là, en utilisant directement Kubernetes, quoi. Et les objets, voilà, des objets de cross-plan, des CRD, pour provisionner des ressources. Donc, là, c'est la preuve qu'actuellement, on peut bel et bien manager donc notre infrastructure cloud directement vers Kubernetes. Donc, on va passer peut-être à la session Q&A, peut-être, pour recevoir les questions et de les répondre. Voilà. Donc, je reste à votre disposition pour les questions. Bravo, salut, super présentation, super démo, et je pense que tu vois les claps, hein. Les gens sont très très contents. Merci. Pour l'expérience et l'expertise, donc vraiment bravo pour cette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On va déjà repartir sur les questions qui avaient été posées au début, hein, et on a eu quand même des gens dans l'audience qui avaient commencé à répondre. Okay. Donc, merci à eux. Alors, il y avait une question. Je vais essayer de voir si je retrouve. Il y avait déjà une question de Pape Matario qui demande si Terraform peut être utilisé pour des infrastructures locales ou est-ce que c'est tout juste en fait pour des cloud providers tels qu'AWS ou Google. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du Terraform en local? Oui, je pense que oui, on peut le faire. On peut faire du Terraform en local. Et même, on peut le faire aussi avec des infrastructures qui ne sont pas sur le cloud, comme par exemple les entreprises qui ont des data centers. Donc, on peut aussi gérer aussi bien des ressources qui sont déployées directement sur VMware, par exemple, avec Terraform. Ou bien faire des modifications de fichiers en local, ou bien faire des configurations en local aussi avec Terraform. C'est bien possible, oui. Je ne sais pas si je réponds à la question. Super, pas de matin, n'hésitez pas à mettre en commentaire si on répond à la question. Alors, il y avait une question de Sekou Diané, mais elle a été posée à 22 minutes, donc bon, on va essayer de voir si on peut retrouver le contexte. Ouais. Mais en grosso modo, il disait, si par exemple, en créant des instances, tu fais une erreur, est-ce que c'est possible de changer? En créant une instance, on fait une erreur via Terraform ou bien via... J'imagine que c'est Terraform pour le coup. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est l'objectif même, quoi, de tout le temps être en mesure de faire des modifications parce que, voilà, on utilise du code. Donc, c'est pas quelque chose qui est statique, voilà. Donc, à chaque fois qu'actuellement, donc, on veut recréer la même chose
Donc, on peut faire les ajustements en faisant Terraform Apply. Donc, là, on a la possibilité d'avoir ces changements-là directement, quoi, au niveau du cloud provider. Donc, on peut tout le temps, voilà, se tromper et modifier directement le code et avoir ce qu'on veut avec Terraform, même avec Crossplane aussi. Génial, on peut se tromper avec le cloud, les technologies. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui rebondit en disant, en gros, Crossplane permet de faire des appels API vers des cloud providers depuis le cluster Kubernetes. Effectivement. Donc, c'est exactement ça. Donc, au début, là, lorsque j'ai commencé à découvrir Crossplane, je faisais la comparaison, voilà, aveuglément entre Crossplane et Terraform. Voilà, et je ne voyais pas l'utilité en tant que telle de Terraform. Je me dis que peut-être on peut même, en utilisant des curls, je sais pas, des requêtes, parce que les cloud providers, ils ont des API qui sont exposés. On peut faire des requêtes pour provisionner n'importe quelle ressource sur n'importe quel cloud provider. Donc, Terraform ou utiliser Crossplane, si Crossplane nous permet de faire ce que Terraform fait, c'est pas utile. Mais, en réalité, en dehors d'interagir avec les API, donc, c'est le fait qu'on a actuellement un control loop. C'est-à-dire que le control loop, c'est quoi? C'est actuellement le boucle de contrôle qui nous permet de savoir l'état en temps réel, voilà, en temps réel de nos ressources qu'on a déployées avec Crossplane. Et pourquoi c'est possible? Donc, c'est un principe de Kubernetes, on va dire. Hein. Donc, sur Kubernetes, nous avons des contrôleurs. Et c'est ces contrôleurs-là qui nous permettent, qui s'assurent que l'état désiré de nos applications est tout le temps satisfait. Donc, Crossplane utilise ce principe-là, en réalité, pour être sûr que à chaque fois, si on fait des modifications, je ne l'ai pas fait lors de la démo, mais si sur la console, on supprime une ressource peut-être, automatiquement, ça va être recréé. Donc, de la même façon que c'est fait avec Kubernetes, sur Kubernetes, si vous déployez des applications et que vous supprimez le pod peut-être et que l'état n'est pas supprimé, l'application va être recréée automatiquement. Donc, Crossplane peut-être en plus de faire comme du Terraform, nous apporte la possibilité de faire une boucle de contrôle sur nos ressources. Voilà. Donc et puis ça apporte. Il y a d'autres peut-être avantages peut-être à utiliser Crossplane. Donc peut-être ça va être pour peut-être on parle souvent de ça, on parle de plateforme engineering. Et là, avec Crossplane, ça nous facilite beaucoup plus actuellement l'utilisation de plateformes pour faciliter le provisionnement des ressources pour les devs, donc avec les composers, etc. Voilà. Donc, c'est pas seulement de provisionner, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière Crossplane. Excellent, excellent. Alors, il y a une question, là, ça a été posé dans le panneau questions-réponses. Merci, Souleymane. Quel est le rôle de Kubernetes dans le domaine du DevOps en 2023? Est-il nécessaire de le maîtriser pour réussir dans ce domaine, donc dans le domaine du DevOps? OK. Of course. Je ne veux pas dire que c'est un must, mais actuellement, donc, je suis très passionné de Kubernetes. Pourquoi je suis passionné de Kubernetes? À la base, c'est que j'aime bien le cloud native. Voilà, donc Kubernetes actuellement, pourquoi c'est un must pour moi? Je me dis que c'est pas Kubernetes en tant que tel qu'il faut maîtriser, mais il faut voir l'écosystème que actuellement Kubernetes est en train de créer. Donc, si on utilise Kubernetes présentement, c'est pas le fait de déployer des applications seulement, mais il faut voir la complexité, pas la complexité, mais toutes les ressources qu'il te permet de faire, on va dire quoi. Par exemple, si vous êtes familier avec Cloud Native Foundry, ils ont créé un landscape qui répertorie l'ensemble des outils, n'est-ce pas, DevOps ou bien Cloud, on va dire quoi. Et tous ces outils-là, la majorité de ces outils-là sont actuellement ou bien sont adaptés avec Kubernetes, on va dire. Donc, si on parle de CI/CD, si on parle de, je sais pas, de gestion de conteneurs, si on parle de l'infrastructure as a code comme Crossplane, donc il y a tout un écosystème actuellement qui est en train d'être créé, n'est-ce pas, seulement à cause de Kubernetes. Donc, si actuellement on veut être bon en DevOps peut-être, ou bien si on veut être plus efficace en DevOps, donc déjà c'est de commencer avec Kubernetes et puis de regarder aussi les outils qui tournent autour de Kubernetes, qui vont vous faciliter la vie, c'est sûr. Donc, si on parle de GitOps, si on parle de CI/CD, donc il y a plein d'outils actuellement qui sont seulement adaptés avec Kubernetes. Donc, si tu veux peut-être être plus performant en tant que DevOps, je pense que Kubernetes c'est un must, voilà.
ça permet aussi de mieux comprendre aussi le fonctionnement sur des clouds, on va dire. Excellent. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. En tout cas, moi, dans mes échanges au quotidien avec des passionnés de cloud au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens veulent faire du DevOps. Et savoir que Kubernetes reste quand même un sujet très important quand on est ingénieur DevOps. Je pense que c'est un super conseil pour le coup. Effectivement. Alors, j'avais pas vu que tout à l'heure, la personne qui avait posé la question avait rebondi, Saliou. Donc, je pense que tu te rappelles, donc, une personne avait dit, est-ce que Crossplane permet de faire des appels vers des cloud providers? Ouais. Ensuite, il demandait, est-ce que nos pods de déploiement du cluster Kubernetes ont directement les droits sur les ressources cloud gérées? Comment se fait Voilà, oui. Donc, c'est pour des questions de temps que j'ai pas peut-être, partager cet aspect-là. Donc, Crossplane utilise ce qu'on appelle des providers. Donc, les providers, on a des providers en fonction des cloud providers. Donc, si on est sur AWS, on a un provider. Sur Google, on a un provider. Donc, pour notre cas, on a un provider sur AWS. Et ce provider-là, on doit le configurer. Donc, la configuration de ce provider-là implique quoi? Que c'est ce provider-là c'est ce port qui va peut-être, qui va se connecter à AWS. Donc, on doit lui fournir les accès et les rôles, pour lui permettre de créer des ressources au niveau d'AWS. Et c'est uniquement, peut-être, ce port-là, on va dire, qui a accès aux ressources qui sont déployées sur le cloud. Via ce provider. Mais tous les autres ports, peut-être, peuvent ne pas avoir accès aux ressources. À moins qu'on les donne les accès, ou bien, supposons qu'on est sur AWS, peut-être, on utilise le service EKS, et que ce service EKS-là, on veut que les ports qui sont déployés sur EKS aient accès à des sources, à une base de données RDS, peut-être, sur AWS. Là, peut-être, on peut utiliser des rôles qui permettent aux ports d'avoir accédé, n'est-ce pas, à ce service-là, quoi. Mais de façon générale, donc, Crossplane, donc, a accès au cloud provider via le provider concret, quoi, en tant que tel. Voilà. Excellent, excellent. Et la personne confirme que c'est OK, donc super réponse. Moi, j'en ai profité pour partager le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, voilà, si vous avez aimé cette session qui était très intéressante, très technique, très Kubernetes, prenez 1 minute ou 2 en fait pour répondre au questionnaire et partager vos feedbacks avec Saliou. Je pense qu'il va apprécier. Ouais. Et puis, nous aussi, ça nous permet de voir un petit peu, d'avoir vos feedbacks, vos commentaires sur cette présentation. Salut, après, moi, je vois plein de commentaires très positifs, en fait. C'est très intéressant, bien structuré. Merci, Master. Très belle démo. Pas oublier le lien du projet GitHub, dit Monsieur Kahn. Of course, I will. Je connais, ravi de vous voir ici. Donc, Monsieur Kahn. Ouais. Je vais suivre ça personnellement, M. Kahn. Pas de souci, on va tout partager, c'est ça. Super. Bravo, belle présentation. Merci beaucoup, Saliou. Merci beaucoup, Amadou. Merci à toute la communauté. Vraiment, je suis très ravi d'être convié à cet événement. Est-ce qu'on peut... Je vois qu'il nous reste 1 minute. On a 3 questions, donc on va en prendre juste une dernière. On va tirer au sort. Désolé. On ne répond pas à toutes les questions. Mais après, vous pouvez retrouver Saliou sur la table des speakers. Oui, je pense qu'on peut faire du dating après. Voilà, exactement. Et puis, vous avez son LinkedIn aussi. Mais alors, si je devais choisir une question, peut-être celle-là, quelles sont les bonnes pratiques pour surveiller et dépanner les applications exécutées dans un cluster Kubernetes? Voilà. Est-ce qu'il y a des applications, des outils, de l'observabilité? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'outils. Donc, il y a même des roadmaps qui nous permettent de dépanner réellement quelque chose qui ne marche pas sur Kubernetes. Donc, en fonction des services, des objets. Donc, ça part par une bonne compréhension de l'architecture Kubernetes. Et puis, savoir localiser exactement là où se trouve le problème. Et en fonction de ça, peut-être, donc on peut facilement débugger, on va dire On peut facilement, si on connaît bien l'architecture, comment Kubernetes fonctionne, on peut bel et bien, on peut bien
savoir exactement voilà, où se trouve le problème. Parce que c'est des objets, et chaque objet, il a des états. Donc, ces états-là, donc, sont tout le temps, voilà, partagés avec l'API de Kubernetes et qu'à chaque fois, donc, si on a des erreurs au niveau du pod, au niveau du networking, donc, on a la possibilité d'avoir cette information-là. Et si on a cette information, on peut savoir là où peut-être aller et faire les ajustements qu'il faut. Voilà. Donc, et puis en termes d'outils aussi, il y a plusieurs outils actuellement. Voilà. Donc, peut-être, donc, vous m'avez vu utiliser Lens. Lens, peut-être, c'est un IDE parce que Kubernetes, c'est un peu abstrait. Mais avec, si tu as des IDE comme Lens, peut-être, ça te permet d'avoir une interface graphique où tu peux voir de façon globale l'ensemble des services ou bien des ressources que tu as provisionnées. Et puis, voilà, tu peux facilement, voilà, voir ce qui marche pas. Voilà, il y a des alertes, il y a, tu peux voir les logs, etc., quoi, directement via Lens. Donc, c'est des outils qui peuvent se permettre de, voilà, de débugger facilement. Aussi, tu peux aussi avoir voilà, des outils de monitoring aussi. Donc, comme je disais, Kubernetes, actuellement, il y a tout un écosystème qui est adapté avec Kubernetes. Donc, si on prend l'exemple des stacks ELK, si on prend l'exemple des stacks Prometheus, Grafana, donc, si on utilise ces outils-là, donc, on peut facilement aussi détecter, voilà, ou bien, voilà, recevoir des alertes sur les applications ou bien sur les ressources qui sont provisionnées au niveau de Kubernetes. Voilà, donc, voilà, il y a beaucoup d'outils, mais c'est en fonction des use cases et c'est en fonction des problèmes que tu as, tu peux utiliser. Voilà. Super, je pense que ça répond à la question, ça répond très bien. Il peut y avoir encore beaucoup de questions. Il y a une quarantaine de temps à passer. Donc, Wow. Donc, Kubernetes, c'est passionnant, quoi. OK. on pourrait passer toute la journée. Merci Wow. beaucoup, Saliou. Merci beaucoup, Amadou. Merci, c'est gentil. Vous allez retrouver le replay, bien entendu, hein, il sera Ouais. disponible. Voilà. Mm. Ajoutez Saliou, continuez à discuter avec lui à la table des speakers. Et puis on va terminer cette session pour aller voir les speed dating associations. Donc voilà, Facebook, AWS, Dara IT, tout ça, avant la pause déjeuner. Donc rendez-vous sur les speed dating associations. Et merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup.